La comptabilité n'est pas qu'un ensemble de chiffres austères réservés aux fiscalistes. Depuis 7000 ans, elle est un moteur discret mais essentiel du progrès humain. En effet, l'écriture elle-même est née d'un besoin comptable. Les premiers symboles gravés servaient à enregistrer des biens et des transactions, pas à écrire des mythes. Au fil des millénaires, la comptabilité a financé les grandes découvertes, soutenu la construction d'empires et, aujourd'hui encore, influence presque tous les aspects de notre vie quotidienne. Dans ce voyage temporel, nous verrons comment la comptabilité a été à l'origine de l'écriture, comment elle a permis de bâtir les pyramides, de lancer des expéditions autour du monde ou de rassurer les actionnaires de la première multinationale. Nous découvrirons aussi comment les crises ont façonné des normes pour rendre les comptes plus fiables, et comment les nouvelles technologies, intelligence artificielle ou blockchain, pourraient révolutionner à leur tour la manière de tenir les comptes. En somme, de la Mésopotamie antique à l'ère du Big Data, la comptabilité est un fil conducteur de la civilisation moderne. Aux origines, Mésopotamie, berceau de l'écriture comptable, revenons 5000 ans avant Jésus-Christ, en Mésopotamie, là où les Sumériens viennent d'inventer l'agriculture. Les premières villes naissent, et avec elles, le besoin d'organiser les échanges de récoltes et de bétail. Les Sumériens créent alors un ingénieux système de jetons en argile pour représenter les biens. Un cône symbolise un sac de grains, une sphère une mesure d'huile, un cylindre un mouton, etc. Ces jetons sont placés dans des bulles d'argile scellées, qu'un prêtre ou un marchand autorisé peut ouvrir pour vérifier le contenu. Rapidement, ils ont l'idée d'imprimer les jetons sur l'extérieur de la bulle avant de la sceller, laissant des marques visibles indiquant son contenu. Plus besoin de la briser pour savoir ce qu'elle contient. Mieux encore, ils finissent par se passer des jetons internes et gravent directement les symboles sur des tablettes argile. C'est ainsi que l'écriture cunéiforme naît de la comptabilité. Réduire des jetons tridimensionnels en signes bidimensionnels a été révolutionnaire, ce fut l'invention de l'écriture. Les jetons ont été remplacés par leurs empreintes sur des tablettes. Les premières inscriptions servirent la même fonction, la comptabilité, en enregistrant les quantités de grains ou animaux dans les greniers des temples. Autrement dit, les tout premiers textes de l'histoire humaine sont des contes et inventaires de biens, pas des prières ou des épopées mythologiques. Sans la comptabilité, il n'y aurait sans doute pas eu d'écriture, et sans écriture, pas de science ni de civilisation telle que nous la connaissons. Sur les milliers de tablettes sumériennes exhumées par les archéologues, on trouve des listes minutieuses. Nombre de jarres d'huile livrées au temple salaire en orge versées à chaque ouvrier pour creuser un canal, nombre de moutons, nés dans l'année, etc. Les Sumériens avaient même instauré un embryon de contrôle interne. Il semble que 2 scribes tenaient tous les comptes séparément. Puis, on comparait leurs totaux chaque mois pour déceler d'éventuelles divergences. Des tables comptables, à plusieurs colonnes, permettaient de vérifier les sommes verticalement et horizontalement, condition préalable à la partie double. On voit ainsi dès cette époque les germes de l'idée qu'une comptabilité fiable repose sur la vérification croisée des enregistrements, principe qui sera formalisé bien plus tard avec la partie double. Grâce à ces innovations, la Mésopotamie a pu gérer la complexité croissante de ses cités en enregistrant et planifiant les ressources. C'est un formidable exemple de technologie de l'information avant la lettre, en apportant de la mémoire et de la transparence dans les échanges. La comptabilité a permis aux humains de dépasser le stade de la petite tribu pour organiser des sociétés de masse. L'Égypte antique, des scribes aux pyramides, quelques siècles plus tard, sur les rives du Nil, l'Égypte pharaonique développe à son tour une bureaucratie comptable sans précédent pour gérer un empire étendant sur toute la vallée du Nil. Nourrir des millions de personnes, construire d'immenses pyramides, entretenir une armée puissante, tout cela exige de l'organisation. Et au cœur de cette organisation se trouvent les scribes comptables. Considérés comme l'élite administrative, juste en dessous des prêtres, les scribes maîtrisent alors l'information. Ils savent exactement la quantité de grains dans chaque grenier royal, le montant des impôts dus par chaque province ou le nombre d'ouvriers disponibles sur les chantiers royaux. L'Égypte perfectionne les méthodes de Sumer, finit les lourdes tablettes d'argile. Les Égyptiens adoptent le papyrus comme support beaucoup plus pratique. Sur des rouleaux de papyrus, ils tiennent des registres détaillés de tout. Récolte, stock, impôts, main-d'œuvre. Des archives montrent qu'une comptabilité avancée existait en Égypte dès le 4e millénaire avant Jésus-Christ, avec des comptes de récolte et de distribution notés en hiéroglyphes. Les Égyptiens pratiquaient même une sorte de budgétisation avant l'heure. Avant de lancer la construction d'une pyramide, l'administration calculait tout. Combien de blocs de pierre seraient nécessaires, combien d'ouvriers et pendant combien de temps, quelle ration pour les nourrir durant des années, combien d'outils, etc. C'est de la gestion de projet à l'échelle pharaonique, rendue possible uniquement grâce à la comptabilité.
Les scribes consignaient chaque entrée et sortie de ressources pour s'assurer que le chantier monumental puisse être mené à bien. Un détail fascinant déconstruit un mythe persistant. Les ouvriers qui bâtissaient les pyramides n'étaient pas de pauvres esclaves affamés, mais bien des travailleurs organisés et rémunérés en nature. Logement, nourriture, vêtements. Logement, nourriture, vêtements. Des papyrus comptables retrouvés détaillent leur ration quotidienne. Du pain, de la bière, des oignons, et même de la viande à l'occasion. Par exemple, on sait au jour 8 que les ouvriers de Gizeh recevaient environ 4 à 5 litres de bière par jour, en plus des aliments de base, et que le chantier consommait d'énormes quantités de viande. Environ 21 bœufs et 23 moutons par jour étaient livrés au camp des bâtisseurs de la Grande Pyramide. Les Grecs de l'Antiquité eux-mêmes rapportent que la pyramide de Khéops portait une inscription chiffrant la quantité de radis, oignons et ail consommés par les ouvriers pendant la construction. Toute cette logistique alimentaire était soigneusement suivie par les scribes. Le pharaon, que l'on peut considérer comme le premier employeur de l'histoire, assurait la subsistance de ses travailleurs en échange de leur labeur, et tout était compté, mesuré, consigné. Sans cette comptabilité rigoureuse, il eût été impossible de mobiliser et gérer des dizaines de milliers d'ouvriers pendant des décennies pour bâtir les merveilles que sont les pyramides. Partagez cette découverte si vous réalisez maintenant que la comptabilité est bien plus qu'une obligation fiscale. C'est littéralement un outil de civilisation. La Grèce antique. Monnaie sonnante et trébuchante et première banque. Avançons dans le temps jusqu'à la Grèce antique, où de nouvelles idées émergent. Les Grecs réfléchissent à l'économie et à la gestion. Xénophon écrit sur l'administration du domaine familial, Aristote analyse la valeur de la monnaie et le commerce. Mais surtout, les Grecs introduisent une révolution pratique fondamentale, la monnaie frappée. Vers le 7e siècle avant Jésus-Christ, en Asie mineure, région de la Lydie, apparaissent les premières pièces de monnaie standardisées en électrum, rapidement adoptées dans tout le monde grec. Au lieu de peser des lingots à chaque transaction ou de recourir au troc aléatoire, on utilise des pièces garanties par l'État pour leur poids et leur titre. Cette standardisation simplifie radicalement les échanges. Plus besoin de discuter la qualité du métal ou la valeur des, un bien hétérogène, on dispose d'une unité monétaire commune. Avec la monnaie, le commerce explose et la comptabilité gagne en précision, car on peut enfin additionner des montants comparables plutôt que des sacs de blé et des têtes de bétail dissemblables. Par ailleurs, la Grèce voit naître les premières formes de banques privées. À Athènes, des banquiers appelés trapézites, parce qu'ils opèrent sur des tables, trapézas, installés sur l'agora, offrent divers services financiers. Ces trapézites tiennent des livres de compte sophistiqués pour l'époque, acceptant des dépôts, effectuant des prêts et des opérations de change. On trouve même trace de transferts scripturaux entre comptes. Ainsi, un marchand d'Athènes pouvait payer un fournisseur à Corinthe sans déplacer physiquement d'or, grâce à un jeu d'écriture entre banquiers correspondants. En pratique, c'était le principe de la lettre de change ou du virement qui était inventé bien avant l'ère moderne. On débite le compte du client dans la banque d'Athènes et un partenaire à Corinthe crédite le compte du fournisseur. Ce système de compensation bancaire préfigure nos virements électroniques actuels. Impressionnant, non ? Les banquiers grecs jouissaient d'une certaine confiance du public. À Athènes, les comptes des trapézites pouvaient servir de preuve devant les tribunaux en cas de litige commercial. Tenir des registres financiers clairs était donc synonyme de sécurité dans la société grecque. Un exemple célèbre est le banquier Pasion, ancien esclave devenu richissime, dont les livres de comptes étaient tenus pour dignes de foi au point d'être acceptés comme preuve non contestable en justice. Cela montre à quel point les Grecs avaient compris que la confiance dans les affaires repose sur la fiabilité de la comptabilité. En enregistrant soigneusement chaque prêt et dépôt, en délivrant des reçus, les banquiers grecs ont jeté les bases de la confiance financière. Notons également que les philosophes grecs portaient un regard parfois critique sur la finance. Le prêt à intérêt était mal vu par certains. Platon et Aristote le condamnaient. Néanmoins, l'apport pratique de la monnaie et de la tenue de compte bancaire a été déterminant. En résumé, la Grèce antique nous a légué la monnaie sonnante et trébuchante et les rudiments de la banque, ce qui a permis des échanges plus rapides et plus sûrs, ainsi qu'une comptabilité plus exacte des richesses. Rome, transparence financière et pouvoir de l'Empire. Vient ensuite Rome, qui porte la comptabilité à un niveau sans précédent dans le monde antique. Pour administrer un empire gigantesque, de l'Écosse à l'Égypte, de l'Espagne à la Syrie, les Romains mettent en place une bureaucratie comptable redoutablement efficace. Chaque gouverneur, chaque général, chaque percepteur d'impôts doit rendre des comptes. Et ces comptes ne sont pas qu'une formalité, ils sont au cœur du contrôle politique que Rome exerce sur ses territoires. Les Romains innovent dans la tenue des livres. Ils introduisent notamment les notions d'acceptum et expensum,
que l'on peut traduire par « reçu » et « dépensé ». Tout citoyen romain aisé ou tout haut fonctionnaire se doit de tenir un codex accepti et expansi, littéralement un registre de tout ce qui entre et sort de sa caisse. Ce codex est en quelque sorte un livre de caisse, argent reçu à gauche, dépensé à droite, et il a valeur légale. Si un litige survient, on peut produire son registre en justice comme preuve. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, l'orateur Cicéron fait souvent référence dans ses plaidoiries à ses livres de comptes pour confondre des gouverneurs corrompus. Preuve que tenir des comptes clairs est devenu un devoir civique pour les magistrats romains. C'est l'une des premières tentatives de lutte contre la corruption par la transparence comptable. Rome voulait savoir d'où venait l'argent de ses sénateurs et comment il était dépensé. D'ailleurs, inscrire une créance ou une dette dans son codex pouvait créer une obligation juridique en soi. On parle de nomina transcripta ou de contra litteris, c'est la expansillation du droit romain. Les comptes font foi. Techniquement, les Romains utilisent souvent un système à 2 livres, un adversariat, brouillard, où l'on note au jour le jour toutes les opérations, puis en fin de mois on reporte au propre dans le fameux codex accepti et expansi les transactions définitives. Une fois le codex mis à jour, on conserve celui-ci comme archive et on détruit le brouillard pour éviter les confusions. Cela ne vous rappelle rien? Aujourd'hui encore, nous tenons un journal quotidien et un grand livre, et nous clôturons les comptes à intervalles réguliers. Les principes romains préfigurent clairement nos pratiques modernes de clôture et d'archivage. En outre, la puissance romaine s'appuie sur une comptabilité centralisée exemplaire. L'armée romaine elle-même est une machine comptable implacable. Chaque légion dispose de quaestors ou de intendants chargés de suivre à la trace la solde de chaque soldat, le coût de l'équipement, la quantité de vivres consommés, les dépenses de construction des camps et des routes. Toutes ces informations remontent à Rome, où